Donc voilà, on est ici dans le chapitre 2 donc du cours. Donc chapitre dont je vous avais distribué les feuilles un petit peu avant les vacances. Donc c'est essentiellement à la page 35 donc du syllabus. Et donc c'est un chapitre qui porte sur ce qu'on appelle les primitives. Alors par primitive, il faut comprendre intuitivement que c'est une notion qui va essentiellement être l'inverse des dérivés. Donc dérivés, donc, qui était la matière qu'on avait vue l'année passée en 5e. Et donc je vais essentiellement vous expliquer ce que j'entends par inverse des dérivés. Donc, on va commencer par un petit exemple. Donc imaginons d'accord, une fonction. Donc, prenons comme exemple, je sais pas moi, disons une fonction f. Et prenons-la suffisamment simple, disons f de x égale à x carré. A priori, tout le monde est capable de me dire que la dérivée de cette fonction, sa dérivée, tout le monde sait que c'est 2x. D'accord, bon, ça c'est quelque chose de classique. On peut se donner une fonction un peu plus complexe. Hein. Donc par exemple, si maintenant je vous donne, je sais pas moi, sinus x, sin x, normalement, tout le monde sait me dire que la dérivée de sin x, et ça c'est cos x. Donc ça fait partie des petites dérivées qu'il est important de bien connaître. Eh bien, si vous voulez, dans le chapitre, donc le chapitre sur les primitives, on va inverser le cheminement. On va inverser le cheminement parce que ici, je ne vais plus vous donner une fonction f, mais je vais essentiellement vous donner sa dérivée. Donc disons f' de x. Allez, on peut choisir, je sais pas moi, disons x carré. Et la question c'est, tiens, maintenant, si je connais la dérivée de la fonction, est-ce que je peux aller dans l'autre sens et retrouver la fonction que j'ai ici au départ? Alors, autant le calcul des dérivées est assez simple, je dirais, parce qu'il est très systématique, autant le calcul des primitives, donc faire effectuer le cheminement inverse, c'est un cheminement qui peut s'avérer extrêmement compliqué et fastidieux, voire parfois impossible à résoudre de façon explicite. Donc c'est pas forcément évident. Alors pour l'exemple qui nous occupe, donc par exemple si je donne f de x égale x carré, donc celui qui est ici que je souligne en rouge, très naïvement, on pourrait se dire que quand je dérive une fonction, mais en fait, quand c'est un polynôme, je diminue son degré de 1. Donc si j'ai x4, quand je le dérive, j'ai du x cube. Quand j'ai du x carré, quand je le dérive, j'ai du x. Donc si la dérivée c'est du x carré, on aurait tendance à se dire que la fonction que j'ai au début, c'est quelque chose qui va avoir la tête de x cube. D'accord, on pourrait se dire ça. Oui, mais, d'accord, si j'essaie de dériver x cube, donc si j'essaie de dériver x cube, si je me souviens bien de mon cours, la dérivée de x cube, c'est 3x carré. Et donc le petit souci ici, c'est que la dérivée que j'avais donnée, c'était simplement x carré, donc x carré que je retrouve bien, mais en plus, j'ai un facteur 3 que je ne suis pas censé retrouver. Donc pour pouvoir éliminer ce facteur 3, il y a une astuce toute simple, il suffit de diviser x cube par 3. Donc je me retrouve avec un divisé par 3 à la fois à gauche et à droite. Les 3 se simplifient et il me reste donc bien x carré.
Ainsi, si la dérivée c'est x carré, eh bien la fonction que je vais avoir au début, ce ne sera pas simplement x cube, mais ce sera x cube sur 3. Donc déjà, avec ce petit exemple assez simple, on voit que c'est pas aussi immédiat que ça en a l'air et qu'il faut quand même réfléchir un petit peu à ce qui se passe. Et il y a des exemples en fait qui sont en fait vachement compliqués. Donc disons que si on se donne par exemple une fonction qui va avoir la forme e exposant x carré, donc qui est la fameuse exponentielle qu'on avait vue dans le chapitre précédent, eh bien si vous voulez retrouver la fonction qui est au début, eh bien vous pourriez y passer toute votre vie. Vous ne la trouveriez jamais, parce qu'en fait la fonction qu'on peut retrouver ici au début, donc la fonction f, en fait n'est pas une fonction qui peut s'exprimer à l'aide des fonctions classiques. Et donc le cheminement qui consiste à partir de la dérivée vers la fonction de base, en fait n'est pas un cheminement qui possède toujours une solution. Et donc c'est ce qui rend en fait cette théorie des primitives relativement difficile. Alors, c'est pas un chapitre anodin, d'accord ? Donc on ne fait pas ça uniquement pour rigoler, puisque la théorie des primitives est une théorie qui est à la base d'un chapitre beaucoup plus vaste, donc on ne voit pas à l'école, mais qu'on voit essentiellement dans les études supérieures lorsqu'on fait de la modélisation mathématique, donc dans les sciences ou dans l'économie, et qui est essentiellement un chapitre qu'on appelle le chapitre des équations différentielles. Donc si jamais vous avez envie de vous cultiver un petit peu, donc vous allez regarder dans Google ce qu'est une équation différentielle. Et vous verrez que, en fait, le chapitre qu'on est en train de voir ici, en fait, c'est vraiment la base de cette théorie beaucoup plus vaste qui est la théorie des équations différentielles, qui est en fait une théorie qui permet de modéliser la plupart des phénomènes physiques, climatologiques, économiques, qu'on peut trouver en fait dans la vie courante. Alors évidemment, on n'abordera pas ce chapitre-là ici, on va se contenter de la base et de choses assez basiques, mais il faut savoir qu'en fait le chapitre qu'on verra ici n'est pas anodin et peut conduire à des choses qui sont beaucoup plus profondes et vraiment assez passionnantes. Donc ce qu'il faut retenir ici, donc, c'est que en fait, le calcul des primitives consiste à partir d'une fonction dérivée et d'essayer de retrouver la fonction f qu'on a à la base. Et grosso modo, c'est ça l'idée du chapitre. Partir de la dérivée et retrouver la fonction qu'on a dérivée au début. Et ce n'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Alors, il faut a priori donc commencer par donner une petite définition. Donc, ça c'est du blabla. Considérons une partie D de R et F une fonction, donc définie sur un ensemble de départ D. Alors, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que c'est qu'une primitive de petit f. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une primitive de petit f ? Eh bien, c'est une fonction grand F, qui, lorsque je vais la dériver, me redonne petit f. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que f, petit f, donc c'est la dérivée de grand F. Donc, dérivée de grand F. Et ça signifie exactement que grand F est une primitive de petit f. Donc, ça se traduit par le fait que grand F, lorsque je dérive, je retrouve petit f. C'est ça, être une primitive. Donc, pourquoi ? D'accord, on peut essayer de donner quelques petits exemples, quelques exemples de base. Donc, la fonction grand f de x égale 5x4,
donc est une primitive de petit f de x égale 20x cube car, eh bien, si je dérive grand f de x, okay, donc si je dérive ce qui est censé être la primitive, d'accord, donc si je dérive, disons, 5x4, eh bien, ça me donne 5 fois x4', c'est-à-dire 5 fois 4 fois x3. Donc, puisque la dérivée de x4, c'est 4x3. Alors 5 fois 4, ben, ça fait 20. Et donc, je trouve bien 20x3. 20x3. Donc, la fonction grand f de x égale 5x4 est bien une primitive de 20x cube. Ou, dit autrement, 20x cube, donc c'est bien la dérivée de 5x4. Alors, autre petit exemple, donc exemple numéro 2. Donc la fonction f de x égale 5x4 plus 35 est une primitive de petit f de x égale 20x cube car, eh bien, même topo, si je dérive ce qui est censé être la primitive, si je dérive grand f de x, c'est-à-dire 5x4 plus 35, eh bien, j'en arrive à eh bien, la dérivée de 5x4 plus la dérivée de 35 plus la dérivée de 35, ce qui me donne donc, eh bien, 5 fois 4x3 plus, alors dérivée de 35, c'est la dérivée d'une constante, donc ça fait 0, c'est-à-dire 20x3. Alors ce qu'on voit ici, ce qu'on peut voir avec cet exemple, c'est que en fait, à la base, j'avais exactement la même fonction petit f. Donc dans les deux exemples, j'ai le même petit f. Donc dans le premier exemple, f de x, c'était 20x cube, et dans le deuxième exemple, f de x, c'était également 20x cube. Sauf que, ce qu'on vient de montrer, c'est qu'il y avait deux primitives différentes. Dans le premier exemple, la primitive c'était 5x4. Dans le deuxième exemple, la primitive c'était 5x4 plus 35. Donc ce que ça montre, c'est que, contrairement aux dérivés, quand je vais calculer maintenant une primitive, eh bien, il pourrait y avoir plusieurs primitives possibles, plusieurs primitives différentes. Et en fait, ce qu'on va pouvoir voir par la suite, c'est qu'en fait, si j'ai deux primitives d'une même fonction, en fait, ce qui va les différencier, c'est le fait qu'il va y avoir une constante entre les deux. Vous voyez, la première primitive, c'était 5x4, la deuxième primitive, c'était 5x4 plus 35, donc j'ai juste rajouté une constante, et ce qui fait que ça reste la primitive d'une même fonction, c'est que quand je dérive la constante, en fait, la dérivée, ça va donner 0 et ça disparaît. Donc c'est ce qu'on voit dans l'exemple 2. Quand je dérive le 35, en fait, la dérivée de 35 me donne 0. Donc la dérivée de 35 me donne le 0. Finit par disparaître. Et donc, il reste juste la dérivée de la partie où il y a du x. Et donc, qui me redonne en fait la même fonction dans l'exemple 1. Donc quand j'ai une primitive, si je rajoute une constante, j'ai en fait j'ai une autre primitive pour la même fonction. Parce que quand je dérive la constante, en fait, ça fait 0, et donc ça n'influence pas.
Donc je peux avoir plusieurs primitives différentes. Alors exemple 3, hein. Donc ici j'ai une fonction de sin x. Donc on dit que c'est une primitive de f de x égale cos x. Alors pourquoi? Eh bien si je la dérive, d'accord, donc si je dérive f' de x, donc je vais faire la dérivée de sin x. Et donc la dérivée de sin x, ben effectivement, ça va me donner cos x, c'est-à-dire petit f de x. Ça va? Bon, voilà. Donc comment est-ce qu'on peut vérifier qu'une fonction est une primitive d'une autre? Eh bien, si je la dérive, je dois retrouver la fonction que j'ai au départ. Donc c'est ça que ça dit. Alors, l'idée de la proposition, donc qui est la proposition suivante, hein, c'est de se dire que maintenant, donc c'est ce que je viens d'expliquer, j'ai une fonction petit f, et j'ai deux fonctions, grand F et grand G, qui sont deux primitives, a priori différentes, de petit f. Eh bien, ce que ça dit, c'est que l'écart entre les deux fonctions, donc entre les deux primitives, en fait, c'est une constante. Donc ce qui va distinguer deux primitives d'une même fonction, c'est le fait qu'en fait, il y a juste une constante entre les deux. Alors pourquoi est-ce que ce serait vrai? Donc, le fait que grand F et grand G soient deux primitives de petit f, donc grand F et grand G donc, sont des primitives de, disons, petit f. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique que la dérivée de grand F, c'est petit f. D'accord? Et que la dérivée de grand G, c'est petit f également. Okay, c'est ça, le fait que ce soit deux primitives de la même fonction f. Ok. Donc, maintenant, si je m'intéresse à la différence entre grand F et grand G, et que je calcule la dérivée de cette différence, eh ben, je sais que la dérivée d'une différence, ça revient à calculer la différence des dérivées. Donc, dérivée de grand F, dérivée de grand G. Oui, mais voilà. La dérivée de grand F, on a dit que c'était petit f. D'accord? Donc la dérivée de grand F, on a dit que c'était petit f. Et la dérivée de grand G, on a dit que c'était petit f également. Donc quand on fait moins g', en fait, ça revient également à soustraire le petit f. Alors f moins f, ben ça fait 0. Donc qu'est-ce que ça implique? Donc ceci implique que la dérivée de f moins g est égale à 0. Et quand est-ce que la dérivée d'une fonction égale 0? Eh bien essentiellement quand la fonction est une constante. Donc ceci implique que f moins g est égal à une constante. C. Donc, comme l'indiquait le résultat, f de x moins g de x, c'est égal à une constante. Donc deux primitives d'une même fonction sont reliées entre elles uniquement par une même constante.
Ok. Et donc c'est essentiellement ce qu'on avait montré dans le petit exemple tout à l'heure. Hein. D'accord. On avait à l'exemple 1 et l'exemple 2. D'accord. On avait la fonction grand f de x qui était égale à 5x4. Fonction grand f de x égale à 5x4. Et fonction grand f de x égale à 5x4. Fonction, une autre primitive, donc qui était 5x4 plus 35. Et donc en fait, les deux fonctions étaient uniquement liées par une constante. Ici, la constante 35. Donc si j'ai une primitive, je peux rajouter une constante et je trouverai une autre primitive de la même fonction. Donc en fait, quand j'ai une fonction, potentiellement, je peux avoir une infinité de primitives. Donc je peux avoir une infinité de primitives. D'accord. Si j'en ai une, je peux en avoir une infinité. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? De rajouter un nombre à la fonction primitive et j'obtiens une autre primitive. Donc on a une infinité de primitives. Alors pour désigner l'ensemble de toutes les primitives d'une fonction, eh bien la notation, donc c'est une notation standard qui a l'air un peu particulier. On la note avec un large symbole, donc qui ressemble à un grand S, donc comme ça, donc c'est la notation standard. Donc l'ensemble de toutes les primitives, eh bien ça se note avec un grand S allongé comme ça. On met l'expression de la fonction, et ensuite, conventionnellement, il faut conclure la fonction par le symbole des x. Alors vous allez me dire, à quoi ça sert? Eh bien, a priori, à pas grand-chose. Pour en comprendre la raison vraiment précise et profonde, il faut faire des maths un peu plus approfondies. Donc pour le moment, ça reste juste une convention d'écriture. On essaiera néanmoins de lui donner une petite utilité un peu plus tard dans le cours. D'accord. Donc pour le moment, en fait, c'est juste une convention d'écriture. On écrit ça comme ça, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc exemple. Donc tout à l'heure, hein, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que sin x était une primitive de cos x. Donc on avait dit que c'était une primitive de cos x. D'accord. Donc une primitive de cos x. Donc a priori, si je rajoute une constante, n'importe laquelle, donc on va dire plus 10, eh ben, ça va rester une primitive de cos x. Donc primitive de cos x. Donc sin x plus 10 va rester une primitive de cos x. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on va écrire? Eh bien, on va écrire donc le grand S allongé. On va mettre cos x à l'intérieur. Et on termine par le petit symbole des x. Donc, toujours comme ça. Et donc, on dira que l'ensemble des primitives de cos x, eh bien, ce sont les fonctions de la forme sin x plus une constante c. Donc ici, j'aurais pu rajouter 10, donc ce que j'ai fait là, mais j'aurais pu mettre plus 20, plus 35, plus 1 million, plus 10 milliards. Ce serait resté une primitive de cos x. Et donc l'ensemble de toutes les primitives, ce seront les primitives de la forme sin x plus c. Et alors, on précise bien que c'est
appartient à l'ensemble des réels. Et comme ça, on a décrit l'ensemble de toutes les primitives de cos x. D'accord? Voilà. Du coup, on peut refaire le même exemple hein, avec la fonction x, donc exemple numéro 2. Donc on sait tous que la dérivée de x, donc depuis le cours du premier trimestre, on sait que la dérivée de x est ex. Ok? Donc, eh ben, ex, c'est une primitive de ex. Une primitive de ex. Autrement dit, si je rajoute une constante, disons moins 5, eh ben, ça restera encore une primitive de x. Pourquoi? Ben, si je dérive en fait le moins 5, ça va faire 0, et donc ça n'aura strictement aucune influence. Donc la conclusion, c'est que l'ensemble des primitives de x, dx, eh bien, ce sont toutes les fonctions de la forme ex plus une certaine constante c, et on précise toujours que cette constante, elle appartient à R. Donc si j'arrive à trouver une primitive pour une fonction, eh bien, si je lui ajoute n'importe quelle constante, eh bien ça donne encore une primitive pour cette même fonction. Donc c'est ça l'idée. Ici c'est ça l'idée. Donc toute la question maintenant, donc on va essayer de développer maintenant un peu les techniques de calcul, c'est de savoir, ok, d'accord, mais maintenant comment est-ce qu'on peut essayer de trouver des façons de calculer des primitives. Alors, il y a de prime abord ce qu'on va appeler les primitives de base, donc les primitives des fonctions usuelles. Donc de la même façon qu'on avait les dérivées de base lorsqu'on faisait le calcul des dérivées. Bon. Ce qu'on sait, donc on va faire un premier point, c'est que quand on dérive une constante, on sait tous que ça fait 0. Okay, donc la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc qu'est-ce que ça implique? Si je vais dans l'autre sens, c'est que la primitive de 0, donc de la fonction nulle, primitive de 0, eh bien, ce sera tout simplement une constante, n'importe laquelle. Une constante qui peut appartenir à R tout entier. Et donc c'est exactement ce que j'indique ici. Donc dans le petit tableau qui suit, donc où je vais indiquer en fait quelles sont les primitives. Donc c'est la première qui est là. D'accord? Donc si la fonction que j'ai à la base c'est 0, eh bien la primitive, donc ce sera n'importe quelle constante C. Alors, on peut essayer donc de faire un petit peu mieux que ça. Je me souviens que lorsqu'on essayait de dériver la fonction x exposant n plus 1,
D'accord? Eh bien, ce qu'on savait, c'est qu'il suffisait de mettre l'exposant devant, le n plus 1 devant, et de diminuer la puissance de 1. Donc si je fais n plus 1, moins 1, je vais juste trouver n. Okay, donc ça c'est la dérivée. Bon, très bien. Alors, on va faire une petite astuce de calcul. D'accord? Je vais d'abord laver un peu l'écran. Voilà. Hop, couper. Idem ici. Voilà. Alors, on peut réécrire ce que je viens de positionner ici. Donc en passant le n plus 1, disons, de l'autre côté. Donc en passant le n plus 1 de l'autre côté. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x n plus 1 divisé par n plus 1, le tout prime, bah, ce sera égal à x exposant n. Et bien ça c'est très sympa. Ça c'est très sympa. Parce que ça, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que l'ensemble des primitives de x exposant n, l'ensemble des primitives de x exposant n, eh bien ce sera juste x exposant n plus 1 sur n plus 1. Et on n'oubliera pas de rajouter une constante c, en précisant que cette constante se doit d'appartenir à l'ensemble des nombres réels. Alors c'est exactement ce que j'écris ici dans la deuxième ligne du tableau qui suit. Si la fonction de départ c'est x exposant n, sa primitive c'est x exposant n plus 1 divisé par n plus 1. Comme ceci. Alors attention, attention. Ceci ne peut fonctionner que si le n est différent de moins 1. Ça, c'est vraiment important. Donc, si le n est différent de moins 1. Parce que lorsque le n est égal à moins 1, vous voyez en fait que vous avez un dénominateur qui vaut n plus 1. Et donc, quand le n vaut moins 1, bah, ce n plus 1, il devrait valoir 0. Et donc, vous seriez en train de diviser par 0, ce qui n'est pas possible. Donc, cette formule n'a de sens que lorsque la valeur de la puissance n est différente de moins 1. Lorsqu'elle est égale à moins 1, on va voir juste après comment est-ce qu'on peut la calculer. Comment est-ce qu'on peut la calculer? Alors, petite remarque. Donc, petite remarque. Ceci nous donne également la valeur de la primitive donc de 1. Donc de la fonction constante qui vaut toujours 1. Alors pourquoi est-ce que ça nous donne la valeur de cette primitive? D'accord? Eh bien parce qu'en fait 1, on sait tous que c'est x exposant 0. X exposant 0. dx. Ce que nous dit la formule, c'est que pour trouver la primitive de x exposant 0, eh bien, il faut faire x exposant 0 plus 1 sur 0 plus 1. Donc ça va nous faire x exposant 0 plus 1 divisé par 0 plus 1. Ça c'est la formule qui est encadrée en rouge. Donc, ça me fait x exposant 1 sur 1, c'est-à-dire x. Et alors, il ne faut pas oublier de rajouter la constante c qui appartient à R. Donc c qui appartient à R.
Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la primitive de 1, en fait, c'est x. Et ça, c'est important. C'est un cas particulier de la formule encadrée en rouge, mais c'est vraiment important de bien s'en souvenir. Ça, c'est fondamental. Alors, on peut continuer notre petit tour des primitives classiques, donc à connaître. Donc on a vu également dans la première partie du cours, avant la Noël, donc que la dérivée, disons, de a exposant x, prime, c'était a exposant x fois Helena. D'accord, donc ça fait partie des dérivées des fonctions exponentielles à bien connaître. Autrement dit, si je passe le Helena à gauche, donc en divisant, je vais donc obtenir que a exposant x sur Helena prime, ce sera juste a exposant x. Ce sera juste a exposant x. Alors ça c'est très bien, c'est très sympa, parce que ça me donne directement l'ensemble des primitives de a exposant x. Et donc l'ensemble des primitives de a exposant x, en fait, ce sont juste les fonctions de la forme a exposant x sur ln de a plus c, avec c qui appartient à R. Voilà, c'est ça que ça dit. Et donc, dans le tableau, c'est la troisième ligne. Donc, la fonction ax, les primitives sont de la forme a exposant x sur ln de a. Sur ln de a. Alors, ce qu'on a fait que a exposant x, on peut maintenant tout à fait le refaire avec e exposant x. Là, la dérivée, elle était encore plus simple, puisque dérivée de x, c'était ex. Donc, l'ensemble des primitives de x, en fait, c'est ex lui-même. Et on n'oublie pas de rajouter la constante c, qui doit appartenir à R. Ok. Et donc c'est la ligne suivante dans mon tableau, quoi. Donc ex, sa primitive, c'est ex, plus l'ensemble de toutes les constantes possibles et inimaginables. Alors l'exemple suivant est quant à lui très intéressant, parce qu'il va répondre à une petite interrogation qu'on s'est posée juste avant. Donc qu'est-ce qui se passe donc, quand on fait la primitive d'une puissance où l'exposant serait égal à moins 1. Donc on venait d'expliquer que ce n'était pas possible d'appliquer la formule qu'on vient de voir. Alors, il faut se souvenir que la dérivée de ln c'est 1 sur x. Ça, à nouveau, ça fait partie des petites primitives à connaître, des petites dérivées à connaître. Bon. Autrement dit, l'ensemble des primitives de 1 sur x, dx, eh bien, c'est ln de x plus une constante c. Et alors, on peut même faire un peu mieux que ça, puisque, en fait, le 1 sur x qui est dans notre primitive du début, donc le 1 sur x, la valeur du x, elle peut être positive. Et elle peut être aussi négative. Autrement dit, dans le ln de x qui est à droite,
je pourrais avoir des valeurs de x qui seraient négatives. Or, si vous vous souvenez du cours sur les logarithmes, ce n'est pas possible d'avoir des valeurs négatives à l'intérieur d'un logarithme. Donc ce qu'on fait, pour pallier à cette petite obstruction, et pour pouvoir avoir des valeurs négatives, comme valeur pour x, eh bien on rajoute à l'intérieur du ln une valeur absolue. Comme ça, on peut prendre des valeurs de x qui sont négatives, et c'est ce qu'on retrouve essentiellement dans la 5e ligne du tableau, qui est ici. Donc, primitive, donc 1 sur x, la primitive, c'est ln de la valeur absolue de x. Et alors ça, c'est très bien, parce que ça permet de voir ce qui se passe quand l'exposant est égal à moins 1, parce que 1 sur x, tout le monde sait que c'est en fait x exposant moins 1. Okay, mettre une puissance négative, en fait, inverse le nombre et le passe au dénominateur d'une fraction. Donc ça veut dire, si on revient à ce qu'on avait fait comme remarque un peu plus haut, que lorsque la puissance est égale à moins 1, la primitive de x exposant moins 1, dx, eh bien c'est juste ln de la valeur absolue de x. Et donc voilà, quand j'ai un exposant qui vaut moins 1, en fait je me retrouve avec une primitive qui sera un logarithme, qui sera donc un logarithme. Bon, on va terminer notre petit tour des primitives de base, donc avec ce qui concerne les fonctions trigonométriques. Bon, on sait que quand on dérive un cosinus, bon, on sait tous que ça fait moins sin de x. Si je passe le signe moins à gauche, ça me dit que l'opposé de la dérivée de cos x, ben c'est sin x. Autrement dit, la primitive de sin x, dx, sera donc égale à moins cos x plus l'ensemble de toutes les constantes c possibles et inimaginables. Et donc, ceci correspond exactement à la ligne suivante du tableau. Alors, on peut refaire la même chose maintenant pour tout ce qui va consister en la primitive pour le cos. Donc, pour ça, je pars de la dérivée du sinus. Dérivée du sinus, c'est cosinus. Donc, l'ensemble des primitives du cos, dx, c'est les fonctions sinus de x plus toutes les constantes c possibles et inimaginables. Et on n'oublie pas de préciser que ces constantes c se doivent d'appartenir à R, ce que je n'ai pas fait dans l'exemple ci-dessus. D'accord? Donc ça, c'est la ligne suivante du tableau. Alors, on peut s'amuser à dériver la tangente également. Donc, si je dérive la tangente, alors, il faut se souvenir qu'il y a deux expressions de la dérivée possible. Donc, on a 1 sur cos carré.
plus tan carré. Donc là, on avait le choix. Donc ce qui nous donne donc, l'ensemble des primitives de 1 sur cos carré dx est égal à l'ensemble des primitives de 1 plus tan carré dx, et que cet ensemble des primitives, eh bien c'est juste tan x plus c. Tan x plus c. Et donc ce qui est exactement explicité dans l'avant-dernière ligne de mon tableau. Et ce qu'on a fait pour la tangente, eh bien on peut tout à fait le refaire pour la cote. Donc la dérivée de la cote, on se souvient que c'était moins 1 sur sin carré dx, également égal à moins 1 plus cote au carré de x. Alors en passant le signe moins à chaque fois à gauche, je vais donc trouver que l'opposé, la dérivée de l'opposé de la cote, ce sera juste 1 sur sin carré qui sera donc égal à 1 plus cote au carré dx. Donc, la primitive de 1 sur sin carré dx est égale à la primitive de 1 plus cote au carré dx. Et ça donnera juste moins cote de x plus c, avec c qui appartient à R. Ok, et donc ceci termine le fait d'obtenir l'ensemble de toutes les primitives usuelles, classiques, de toutes les fonctions de base. Toutes les primitives de base sont ici. Donc maintenant, c'est assez simple, hein, c'est assez aisé. Par exemple, si je fais la primitive de 3 exposant x, eh bien là, c'est la primitive d'une exponentielle en base 3. Primitive d'une exponentielle en base 3, je vois que ça se situe ici. Et donc, ça fera 3 exposant x sur ln de 3, plus c. Donc, ce sera 3 exposant x sur ln de 3, plus c, avec c qui appartient à R tout entier. Deuxième exemple, pour calculer la primitive de 1 sur x, eh bien, j'irai regarder dans mon tableau, et je verrai que la primitive de 1 sur x, eh bien, c'est ln de la valeur absolue de x. Ln de la valeur absolue de x. Donc ça fera ln de la valeur absolue de x. Donc c'est une primitive de base. Plus c. Ok. Ah, primitive de racine quatrième de x. Bon, je vais regarder dans mon tableau, je regarde où se situe la racine quatrième et je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Bon, ok. Alors, pour résoudre les primitives, quand on a des racines, hein, avec une certaine puissance, en fait, il faut se souvenir que l'on avait expliqué
que la racine énième de x exposant m, en fait, c'est tout simplement x exposant m sur n. Et donc on peut transformer ça sous forme de puissance. Bon, je peux m'exécuter, donc j'écris ça comme x exposant 1 quart dx. Et ça c'est très bien, parce que c'est une forme que maintenant que je connais, puisque c'est désormais la primitive d'une puissance, donc x exposant quelque chose, et je vois que la primitive c'est x exposant ce quelque chose plus 1, divisé par ce quelque chose plus 1. Donc dans l'exemple, ce sera juste x exposant 1 quart plus 1, le tout plus 1, divisé par 1 quart plus 1. Alors 1 quart plus 1, ça fait 5 quarts. Donc ça fera x exposant 5 quarts, divisé par 5 quarts. Et on peut maintenant simplifier légèrement l'écriture. Alors je vois que je divise par 5 quarts, ce qui revient à multiplier par 4 cinquièmes, c'est-à-dire la fraction inversée. Et je vois que j'ai du x exposant 5 quarts, donc ce qui revient à écrire ça comme racine quatrième de x exposant 5. Et alors on n'oublie pas de rajouter à la fin le plus c avec c qui appartient à r. Voilà. Ça va ? Alors on peut faire la même chose avec l'exemple qui suit. L'exemple qui suit. Donc, dans cet exemple, on a la primitive de 1 sur x exposant 6, 1 sur x exposant 6, que je peux donc réécrire comme, en fait, x exposant moins 6, dx. Donc ça, c'est bien parce que c'est l'écriture sous forme de puissance. Donc c'est là où j'ai mis la petite étoile verte. Et donc je monte la puissance de 1 et je divise par la puissance augmentée de 1. Donc ça va me faire x exposant moins 6 plus 1 sur moins 6 plus 1. C'est-à-dire x exposant moins 5 sur moins 5. Alors, je peux simplifier légèrement mon écriture en remarquant que la puissance est négative, donc c'est x exposant moins 5, ce qui revient à passer le x exposant 5 au dénominateur. Donc ça va faire 1 sur moins 5 fois x exposant 5. Donc ça c'est juste parce que la puissance était négative. Et si je veux, je peux passer le signe moins au numérateur afin de simplifier l'écriture du dénominateur. Ok. Alors l'exemple 5 est un petit peu dans la même veine. Donc l'idée c'est toujours d'essayer d'écrire l'expression intérieure comme une puissance de quelque chose. Donc on va écrire ça comme x fois x exposant moins 7 tiers. Donc on a un exposant 1 tiers à cause du fait qu'on avait la racine cubique, et l'exposant est négatif parce que la racine cubique était au dénominateur. Donc je peux simplifier légèrement cette écriture, en l'écrivant comme
x exposant 1 moins 7 tiers, puisque je vous rappelle que lorsque j'ai a exposant p fois a exposant q, eh bien ceci me donne a exposant p plus q. Donc 1 moins 7 tiers dx, c'est la primitive de x exposant moins 4 tiers. Donc ça c'est bien, je suis arrivé à une écriture sous forme de puissance. Donc c'est de nouveau la formule à droite de l'étoile verte. J'augmente la puissance de 1, je divise par la puissance augmentée de 1. Donc ça me fait x exposant moins 4 tiers plus 1 divisé par moins 4 tiers plus 1. Donc je calcule, moins 4 tiers plus 1, ça fait moins 1 tiers. Dès lors divisé par moins 1 tiers. Alors je peux simplifier mon écriture en remarquant que moins 1 tiers divisé par 1 tiers, ça revient à multiplier par 3, donc par moins 3 ici. Et je remarque que x exposant moins 1 tiers, le fait que j'ai un moins à la puissance fait que le tout va passer au dénominateur, et le fait d'avoir du 1 tiers m'indique que c'est la racine cubique de x. Et je rajoute 1 plus c, en précisant bien entendu que ce c se doit d'appartenir à R. Ok. Bon, je pense que je vais m'arrêter ici. Et donc, je transmettrai des petits exercices en parallèle de cette vidéo. Voilà, merci à vous.